Bonjour, bienvenue à tous et merci d'être là en ce 22 septembre, journée qui coïncide avec la rentrée scolaire, bien sûr, des milliers d'écoliers et d'élèves inscrits entre le cycle primaire et le cycle secondaire reprennent les bancs de l'école avec beaucoup de joie et d'engouement. Et bien sûr, dans notre matinale, c'est incontournable, on va revenir sur cette rentrée scolaire, notamment avec Yezideit Mahieddine, notre rédacteur en chef, qui sera accompagné justement d'un représentant du ministère de l'Éducation, M. Khwalalen Abdelwaheb, en l'occurrence, chargé d'études et de synthèse auprès du ministère de tutelle, donc le ministère de l'Éducation. On va parler des nouveautés relatives à cette rentrée scolaire. Et bien sûr, on parlera encore d'autres domaines accompagnant justement cet événement très attendu par les parents et les élèves, en l'occurrence, l'événement qui a eu lieu au niveau de la SAFEX, l'EducTech, sur lequel revient cette fois-ci Fella Bennour, donc dans Djelia DZ, cette rubrique consacrée aux Algériens et Algériennes établis à l'étranger, va surtout amorcer un gros plan sur une personnalité remarquable dans le domaine de l'architecture, de la scénographie, un universitaire. Il s'agit de Zindine Sefadj qui sera l'invité de Fella Bennour ce matin. Et puis Hadjamar Samira aussi parlera de la rentrée à sa façon. Ce sera donc à travers le lycée artistique qu'elle met en valeur et en relief dans cette rubrique qu'elle mène donc tous les dimanches. Alors ce dimanche, nous aurons un invité d'honneur, ou plutôt deux invités d'honneur, en l'occurrence les représentants d'un collectif de réflexion autour de l'agriculture, entre devenir et présent. Donc l'agriculture sous toutes les coutures, mais aussi bien sûr les questions liées à l'agriculture saharienne, donc qui sont posées depuis plusieurs années et qui ont fait l'objet d'un ouvrage qu'on présentera aujourd'hui avec Karim Rahal. Il est représentant de l'association Toroba, donc cette association qui fête d'ailleurs ses 10 ans, une association qui en a fait beaucoup pour la permaculture notamment, mais aussi l'agriculture durable et pérenne, on dira. Alors ce matin, donc, nous soulèverons tout plein de questions autour de l'agriculture saharienne avec notre invité, et j'espère que vous apprécierez ce moment qui viendra en clôture de ce magazine. Le magazine, comme vous le savez, si vous êtes fidèle, commence toujours par un point météo. Aujourd'hui, c'est Amel Haribi qui nous donne les nouvelles du ciel et c'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour. Bonjour Radia. Ravi de te retrouver, Amel. Moi de même. Ça va? Ça va très bien. J'ai prévu mon parapluie, comme vous me l'avez conseillé. Il est dans mon sac. Cette semaine, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y aura quelques gouttelettes par-ci par-là. Oui, on verra voilà. bien. On a eu déjà un petit peu de pluie hier. Hier, oui. Et je me demande quel temps fera aujourd'hui. Ah bah allons-y, on y va? Avec plaisir. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera souvent voilé, à localement nuageux sur les régions de l'ouest et le centre. Et ces nuages vont donner quelques pluies, parfois orageuses, durant la journée. Mais ces pluies sont localement assez marquées, mais en fin de journée, vers l'intérieur et le plateau de l'ouest et le centre. Par contre, à l'est, eh bien on aura un ciel partiellement voilé durant la journée, avec toutefois quelques pluies par endroits près des côtes est. La moitié sud connaîtra aussi des passages nuageux, parfois denses, vers le sud-ouest, le nord Sahara, avec des pluies qui sont parfois localement assez marquées, mais aussi parfois accompagnées d'orages. Et ces pluies gagneront les oasis, mais en soirée. Quelques pluies également par endroits tout au long des frontières algéro-maliennes, le Gat-Assili, le Sahara central et le Sahara oriental. Et à noter des vents forts vers le Sahara central, le Sahara oriental et les
l'extrême sud qui vont engendrer des sous-noms de sable. Les températures. L'après-midi, eh bien, Météo Algérie prévoit un maximum de 31 degrés du côté de Annaba, 28 Tizi Ouzou, Tlemcen, 27 Alger, Oran, également Constantine, Sétif, 26 à Batna, 22 à Djelfa, 21 à Al-Bayad, au sud 26 degrés à Béchar, 27 Gardaïa Biskra, 29 Tindouf, 37 degrés à Tamanrasset, 39 à Dra, 41 Ilizi, 40 degrés à Janet, 43 Ingzam et le maximum cette fois-ci à Bodj Bedji Mourtar avec 44 degrés. La mer aujourd'hui, elle se montrera peu agitée sur les côtes est, agitée sur les côtes centre, mais plutôt calme sur les côtes ouest. Des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes ouest, 20 à 50 km/h sur les côtes centre et les vents seront de secteur ouest et 30 à 40 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers l'Amérique du Nord. Le temps restera bien ensoleillé à Montréal, New York également, Miami, Dallas, Californie, Mexico. Des pluies prévues à Washington également Vancouver. Le mercure affichera 16 degrés seulement à Vancouver, 23 à Montréal, 24 à New York, 22 à Washington, 28 en Californie, 32 degrés à Miami et 35 degrés le maximum à Dallas. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup pour toutes ces précisions qui feront plaisir aux familles qui sont déjà à l'extérieur depuis très tôt le matin pour accompagner tous ces élèves qui sont retournés sur les bancs de l'école. Ah ben merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, Radia. Passez une bonne journée, Amel. Merci, Radia. Et une bonne et agréable journée pour vous également. Donc bon vent aussi à tous ceux qui s'en vont à l'école aujourd'hui. Et bien la reprise, voilà, j'espère qu'elle se passera très bien pour chacun. Et puis bien sûr, on l'avait reçu la semaine dernière, Amo Yazid ou Cheb Yazid, donc avait fait le bonheur des Bambas durant ce week-end. C'était aux Sablettes. Il a reçu des milliers d'enfants qui sont venus apprécier ses chansons, ses sketchs, toute son équipe, on dira donc, et tout cet aspect ludique. Donc il le matérialise souvent dans ses clips. Il s'agit donc de Amo Yazid, vous l'aurez compris, qui nous chante ce matin Madrasati à l'occasion de cette rentrée scolaire. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقاتا هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقاتا هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا
اشتقت لك من الأعماق ما فرقت مخيلتي اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي اشتقت لك من الأعماق ما فرقت مخيلتي اشتقت لقسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب لا 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 فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب Nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. On vous l'avait promis au début. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver l'invité de la rédaction et l'invité plutôt de la matinale avec notre rédacteur en chef qui est prêt justement à vous servir. Yazid Mahedine en l'occurrence. Bonjour Nadia, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue à Monsieur Abdelwahab Khoulalen, chargé d'études et de synthèse au niveau du cabinet du ministère de l'Éducation. Plus de 12 millions d'élèves rejoints, bon, ils ont rejoint il y a quelques minutes les bancs de l'école. Comment se présente aujourd'hui donc cette nouvelle rentrée scolaire 2024 ? Bon, il faut dire que d'abord bonjour à vous, merci de m'avoir invité pour éclairer un peu les citoyens et les parents d'élèves et les élèves par rapport à cette rentrée scolaire. Pour nous, le démarrage de la préparation, les préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025 ont commencé à peine terminé la rentrée scolaire passée, 23-24. Donc c'est à partir du mois de novembre 2023 qu'on avait commencé les préparatifs pour cette rentrée. Il faut dire que les bouchées ont été doubles pour l'ensemble du personnel de l'éducation avec les secteurs partenaires. Dans le cadre du programme du gouvernement, il y a eu donc des réalisations d'établissements. 604 en tout établissements ont été réalisés pour cette rentrée scolaire pour alléger un peu les zones de tension là où il y avait l'année dernière un peu de tension. Et cette année, donc nous comptons entamer l'année de la meilleure des façons qu'il soit. Parce que les effectifs avec la numérisation sont maîtrisés et le principe qui a été retenu, c'est que chaque élève en âge de scolarité légale, c'est-à-dire doit avoir sa place pédagogique et à partir d'aujourd'hui doit avoir un encadreur, un enseignant qui va l'accompagner, qui va l'encadrer dans son cursus scolaire. Donc à l'occasion, je souhaite une bonne rentrée à l'ensemble des élèves et une bonne réussite. Aussi, je souhaite une année scolaire pleine de succès et de réussite pour l'ensemble de l'encadrement, ainsi que nos partenaires qui nous accompagnent dans les différentes actions relatives à la vie scolaire. Parlons également de la nouveauté de cette année, c'est qu'on continue donc d'alléger un peu les programmes et d'introduire l'éducation artistique et sportive. Absolument. Donc, conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République qui a ordonné à ce qu'on laisse les enfants vivre leur enfance dans le cadre de la scolarité, en allégeant les programmes tout en prenant le temps nécessaire pour
pour cet allègement, pour qu'il soit adéquat et fait par des spécialistes. Donc, il a été procédé cette année à un réaménagement du volume horaire du premier palier de l'enseignement primaire qui concerne la première année primaire et la deuxième année primaire, donc où on a vu l'éducation artistique doubler de volume horaire. Elle était initialement de 45 minutes. Elle est aujourd'hui à 1h30 minutes, donc elle a doublé de volume, ainsi que le doublement du volume horaire de l'éducation physique et sportive qui passe à 2 heures au lieu d'1 heure. Donc ça permettra à l'ensemble des élèves de ce cycle-là, de ce palier-là, de mieux respirer, de mieux faire des activités artistiques et ludiques qui lui permettent de s'épanouir tout simplement et d'éclore leurs dons éventuellement s'ils ont des dons, parce que il se trouve que c'est dans l'enfance précoce qu'on détecte aujourd'hui de la meilleure des façons. Absolument, il y a également cette démarche en fait inclusive où on permet à l'élève de bénéficier de cette plateforme qui essaye de racheter l'élève et de lui permettre de continuer son cursus scolaire. Il y a une plateforme en fait pour permettre aux élèves qui ont échoué de poursuivre leur cursus scolaire. Absolument. Donc, pour continuer toujours dans le cadre du premier palier donc de l'enseignement primaire, à côté de l'éducation artistique et de l'éducation physique et sportive, il y a 30 minutes qui ont été introduites sur les jeux mathématiques pour les enfants, donc pour les initier à apprendre en fait en quelque sorte et à s'initier aux mathématiques de manière la plus attractive et ludique possible. Donc concernant les élèves des autres paliers, notamment du cycle moyen et du cycle secondaire qui n'ont pas été repris par les conseils de fin d'année, donc il y avait une plateforme qui a été dédiée pour les parents pour qu'ils puissent s'inscrire et introduire des demandes dématérialisées, donc sur la plateforme directement, c'est des inscriptions pour demander la reprise de leurs enfants pour qu'ils aient une autre chance pour reprendre et refaire l'année, réintégrer pour suivre leur cursus une autre année de plus. Et cette plateforme donc sera automatique, c'est-à-dire elle va traiter, c'est le système qui va traiter les demandes. Donc quel est l'objectif de cette plateforme? D'abord, la numérisation, elle permet l'égalité d'accès. Donc une démocratie par rapport à ce service public. Seconde chose, elle élimine les distances parce que parfois les parents ont des activités qui les empêchent de se présenter. Elle élimine la bureaucratie parfois parce que quand bien même le chef d'établissement voudrait recevoir tous les parents, mais avec tout ce qu'il y avait à faire par rapport à la scolarité des élèves, par rapport aux inscriptions, par rapport à la disponibilité du manuel scolaire et toutes les tâches qu'il a, donc il a des difficultés peut-être à recevoir des parents, en plus des regroupements qu'il y a de parents d'élèves au niveau des établissements et au niveau des directions de l'éducation. Cette année, donc avec la gestion à distance, la gestion numérisée des différentes opérations, nous ne trouverons pas de foule devant les établissements scolaires et devant la direction de l'éducation. Donc parce que on traite les doléances des citoyens. D'abord, on améliore le service public, on dématérialise et on assure l'égalité d'accès et la transparence. Et donc c'est le système qui va classer l'ensemble des demandes par établissement. Le chef d'établissement va faire une mention par rapport à l'assiduité de l'élève, par rapport au nombre d'absences, pour que le système puisse intégrer des critères qui soient de sélection, qui soient donc uniformes au niveau national. Et après, donc le système va dégager la liste des élèves
qui sont susceptibles d'être repris dans un établissement. La liste est imprimée par le chef d'établissement, elle est soumise au conseil de classe, donc au conseil d'enseignement au niveau de son établissement, et le conseil statue sur les élèves un par un, et la liste des élèves qui sont admis pour être réintégrés pour refaire l'année scolaire 2024-2025 sera donc affichée au niveau de l'établissement. Les parents seront informés par le biais du compte parent, donc dans l'espace parent, ils auront un message dans le cadre de l'espace parent. Donc pour les élèves qui n'auraient pas eu la chance d'être repris dans l'établissement par le conseil d'enseignement de l'établissement, donc ceux-là vont être encore étudiés par une commission de wilaya qui va voir, parce que si c'est la cause et le nombre de places pédagogiques disponibles. Donc, pour la reprise de ces élèves, il est dit qu'il y a le plafonnement de la division pédagogique qui est prévu à 40 élèves par division pédagogique au moyen et au secondaire, et à 36 pour le primaire. Donc, comme les élèves du primaire ne sont pas concernés par cette réintégration, parce qu'ils sont concernés par le droit à être repris d'office jusqu'à l'âge à la scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc voilà, globalement, ça nous permet de répondre à la demande des parents et de gérer les flux pour ne pas créer de tension dans les établissements. Absolument. De répartir les élèves sur les établissements pour qu'on n'ait pas des établissements sous tension et d'autres qui soient dans une situation d'aisance. Absolument. Il y a également, en fait, aujourd'hui, les élèves, les 12 millions d'élèves auront droit à un cours sur la prévention routière. C'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, la vocation de cette école citoyenne se manifeste de jour en jour. Absolument. Donc chaque année, dans le cadre du programme de l'éducation, sur proposition du ministère de l'Éducation, il y a des thèmes qui sont proposés au gouvernement pour qu'ils soient traités dans le cours inaugural à travers le territoire national et dans les différents paliers pour les cycles d'enseignement prévus, que ce soit au primaire, au moyen, adapté évidemment, ou au secondaire. Donc cette année, vu l'acuité et l'actualité, malheureusement, de la sécurité routière et de ses incidences. Donc là, on a enregistré quand même des pertes humaines qu'on déplore, et nous considérons que l'école citoyenne est une école où l'élève est un vecteur de transmission de certaines valeurs et de transmission de certains acquis qu'il acquiert dans le cadre de l'éducation routière qu'il reçoit à l'école. Il va transmettre ça dans le cadre de son environnement familial et pourquoi pas dans son environnement de vie également social. Donc c'est pour cela que le cours de cette année a été choisi pour la prévention et la sécurité routière, parce qu'on en a besoin. On n'aura jamais fait assez, parce que nous considérons et nous voyons aujourd'hui qu'il y a la route malheureusement continue à faire des victimes pour des raisons multiples. Donc c'est pour cela que cette sensibilisation, le premier cours inaugural, a un impact. Il a un impact après une période de coupure pour les élèves. Ils reprennent les bancs. Donc ce cours inaugural, il permet d'ancrer certaines alertes, certaines valeurs, certaines connaissances et certains principes chez les élèves pour qu'ils puissent les assimiler et les transmettre dans leur entourage immédiat qui est la famille, et ainsi qu'en société en général. Et pour terminer, M. Abdelwahab Khoulalen, chargé donc de synthèse et d'études donc au niveau du cabinet du ministère de l'Éducation, parlant de cette nouveauté aussi, c'est cette plateforme d'enseignement pour les enfants de la diaspora, de la communauté algérienne installée à l'étranger. Effectivement, donc dans le cadre toujours le ministère de l'Éducation
a fait des avancées considérables dans le cadre, selon les instructions du président de la République, concernant la numérisation et sa généralisation pour simplifier le service public et pour une meilleure gestion. Donc, il a été opté pour une numérisation pratiquement de toutes les activités de gestion et des activités scolaires. Tout ce qui concerne la scolarité des enfants a été numérisé. Aujourd'hui, donc, pour ne pas laisser notre communauté à l'étranger en reste du développement et de l'attachement à notre pays, donc il a été décidé le lancement d'une école virtuelle adressée aux enfants où qu'ils soient, au-delà des frontières, donc parce que ça permettra à nos concitoyens qui vivent en dehors de notre pays de s'inscrire et de faire le programme algérien et de choisir de passer les examens nationaux officiels à distance aussi. Ça nous permettra une meilleure diffusion de nos valeurs, une meilleure diffusion de nos activités, une meilleure visibilité de notre pays et aussi, surtout, de maintenir cette diaspora, si on veut, et ces enfants qui ne vivent pas sur notre sol, d'être toujours attachés et d'avoir toujours les mêmes valeurs et de rester, de garder donc les principes et les piliers de l'identité nationale qui soient ancrés chez eux, tout en maîtrisant les langues qui vont être diffusées, donc la langue nationale et probablement la langue tamazight qui seront diffusées sur cette école virtuelle. Ça permettra donc une communication avec notre communauté à l'étranger, au-delà des frontières, donc, parce qu'aujourd'hui, dans le temps, il y avait uniquement la communauté établie en France qui pouvait passer par exemple des examens finaux nationaux. Aujourd'hui, donc, cette perspective permettra, au-delà des frontières qui sont dessinées, de permettre à tous les enfants de notre communauté qui sont établis à l'étranger, quel que soit le pays, donc d'accéder et d'avoir un enseignement et de faire le programme algérien pour pouvoir être en contact, surtout pour les enfants issus donc, de notre communauté, par exemple, qui sont dans les ambassades, qui sont dans les consulats, qui sont donc où ils sont susceptibles de revenir sur le sol algérien, et cette coupure leur fait peut-être créer des petits donc, soucis concernant la reprise et la coupure par rapport au programme national. Aujourd'hui, ils ont cette opportunité et cette opportunité sera lancée et annoncée par M. le ministre de l'Éducation nationale à temps voulu, mais les préparatifs, normalement, tout est fin prêt. Monsieur Abdelwahab Khoulalen, chargé de synthèse et d'études au niveau du ministère de l'Éducation, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité et ça a été toujours un plaisir de communiquer à travers votre émission et toute la télévision algérienne pour éclairer l'opinion et informer nos citoyens de tout ce qui se fait, tout en souhaitant, en réitérant mes voeux pour souhaiter une année scolaire pleine de succès à tous. Inch'Allah. Merci infiniment à Yazid et à son invité, l'invité justement de notre matinale. On a été ravis d'écouter son éclairage ce matin. Et en tout cas, l'une des dernières questions tombées était relative à nos concitoyens, donc tous ces Algériens et ces Algériennes établis à l'étranger. Et ça me permet à moi d'avoir une belle perche pour ce qui va suivre. Il s'agit de Djalia DZ, justement une rubrique qui leur est consacrée et qui est menée par Fella Benour, qui va me rejoindre dans un instant. Le temps pour nous d'apprécier ces belles rencontres donc, entre notre reporter Samia Bouarour et les écoliers qui se préparaient pour cette rentrée scolaire. Voyons un petit peu le reportage, ils sont fort sympathiques. Salam alaikum. Bonjour. Comment ça va? Alhamdulillah, et vous? Alhamdulillah, ça va, merci. Alors raconte-moi un petit peu, comment tu as passé tes vacances? C'était comment? C'était trop bien, je suis partie en voyage en Tunisie. Oui. Je suis partie aussi à Belge.
Ok. Et je suis partie Qu'est-ce qui t'a plu beaucoup plus? Tu t'es amusé, les jeux de la plage? je me suis amusée beaucoup. Et les jeux de la plage, c'était magnifique. Ok. Dis-moi, Samy, c'est demain la rentrée. Ouais, je sais. Alors? Bon, je suis très content, mais aussi je stresse un peu pour faire des amis, des trucs comme ça. Comment ça? Explique-moi. Tu passes en quelle année? Je vais passer en 5e année, Inch'Allah. Inch'Allah, ok. Tu ne vas pas changer d'école. Non, je vais pas changer. Donc, tu as déjà des amis. Oui, Oui, alors dis-moi ce que ton école te manque, les professeurs. mon école, les- surtout les professeurs, ils me manquent trop. Ah ouais? Et Ouais. tes amis? Même mes amis, on s'amuse dans la récré, on discute. Tu es prêt pour une nouvelle année? Oui, Alors? Et qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances, sincèrement, mis à part les voyages? j'ai fait des révisions, fait mon cahier de vacances, Oui. c'est tout. Avec qui? Qui t'a Avec- assisté? J'ai fait des révisions avec ma grand-mère. D'accord. Elle était sévère ou pas? Non, Non. فهم لا أقل. Mélissa, bonjour. Bonjour, Ça va? ça va. Alhamdulillah. قولي لي كيفاش جوزتي les vacances؟ Ça va. عجبك الحال في les vacances؟ واش درتي كامل؟ احكي لي شوية. رحنا بجاية، رحنا ديجل، رحنا كاع. Très bien. عملتي بزاف؟ فوالا. قولي لي غدوة دخول المدرسة، غدوة لا رونتري. وي، كيفاش راكي تحسي روحك؟ أنا فرحانة. سي فري؟ وي. علاش؟ هكاك نحب المسجد. شحال سنة؟ Tu passes en quelle année؟ سنة ثالثة. الثالثة، اوكي. واش توحشتي كامل في المسجد بزاف؟ صحاباتي ومعلمة. متحمس سورتو ماما كش تقري في السيام تاعي راني متحمس. Qu'est-ce qu'il y aura demain, Rama? Demain. C'est quoi demain? C'est le 22 demain. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel demain? Tu vas faire quoi demain? Ah, je vais aller à l'école. Oui. Tu as déjà rentrée. oublié? Oui. Pourquoi? Ça te stresse? Un peu. Un peu. Pourquoi? Parce que c'est dur et tout ça. Ah ouais, c'est dur les études? Ouais, un peu. Sur quel plan? Il faut apprendre. Ouais, voilà. Il faut réviser les examens, les devoirs et tout ça. Oui. Et dis-moi, quand même, il y a des choses qui te manquent à l'école. Ouais. Oui, comme? Les copines. J'ai visité des monuments en Algérie. Je suis allée à la plage. Je me suis amusée. C'est pas stressant du tout. Ah oui, tu aimes l'école? Oui, Oui, pourquoi? je sais pas, mais j'aime l'école. C'est vrai. Oui, Tu es toujours impatiente de rentrer, de faire ta rentrée. oui. Qu'est-ce qui te manque beaucoup plus à l'école? Les examens. Ah oui. Pourquoi les examens? Comme ça. Tu es très studieuse. J'aime l'école, Et oui. quelle est la matière que tu aimes le plus? Les mathématiques. Waouh, tu es un génie en mathématiques, sûrement. Tu aimes ça? Oui. Tu es un génie. Je peux pas confirmer ça, mais j'aime les mathématiques. Tu es prêt pour entamer une nouvelle année? Oui, je suis prêt. Ah, tu as révisé un peu pendant les vacances ou pas? Oui. Oui, un petit peu. Un petit peu. Qu'est-ce qui te manque beaucoup plus à l'école, sincèrement? Mes amis et quelques profs. Je me suis préparée. J'ai commencé à réviser un peu mes leçons. Donc je suis prête pour demain. Bonne rentrée! Bonne rentrée à tous les bambins, à tous les élèves justement du cycle primaire au moyen, au secondaire. Et en parlant du secondaire justement, Samira Hadj Ammar a choisi justement de parler en particulier de ce cycle ce matin. Oui, Bonjour, Samira. bonjour à tous, ça va? Ils sont adorables. Hein, Ils les sont petits. trop mignons, ils sont accros qui égale et ils n'ont pas peur de rentrer. Non.
Bon, ça va. j'avais peur Il y en de a qui rentrer sont dans les au vapes primaire. encore, ils sont toujours dans le l'élan des vacances, mais il y en a qui sont apparemment très près. Et puis j'espère en tout cas qu'ils passeront une bonne année scolaire. Inch'Allah, ça sera une belle année. Inch'Allah. Donc Ah, le lycée on des parle de Arts. lycée. Oui, le lycée des Arts algérien, c'est un lycée national, c'est un lycée qui a été dédié à Ali Maachi, Allah yarhamou. Donc c'est un martyr de la Révolution, on le connaît, on célèbre chaque année à son effigie, le 8 juin, la journée nationale de l'artiste. Et Il y a un depuis- prix qui a été instauré justement, Voilà, le le prix prix Maachi, qui consacre des carrières artistiques en qui particulier. consacre exactement de l'œuvre littéraire, mais je crois que dans toutes les disciplines voilà, artistiques. Et donc ce lycée, c'est à la demande du président de la République qu'il a été créé. C'est une excellente initiative. C'est un acquis pour le système éducatif national. On a toujours eu l'École nationale des beaux-arts, l'Institut national de musique, Le cours de peinture dans certains lycées, et puis voilà, il y a oui. l'option. Il y avait l'option La matière, on va au dire, bac, c'est la ça. matière qui avait un petit peu de valeur pour certains bacheliers. Mais une école, mais enfin une un lycée spécialité, dédié oui. spécialement pour les arts, c'est en ce qui me concerne, C'est une grande avancée, Une effectivement. grande avancée. Donc, il a été créé par arrêté ministériel en 2022, l'année dernière, enfin cette année, on va dire. Voilà, Cette cet année- été, on a eu les premiers bacheliers, c'est ce que j'ai Exactement. deviné. C'est ça, il y a eu pour La moi, fin de c'est la de bons phrase. résultats puisqu'il y a eu, Oui. je crois, plus de 79 de réussite. C'est quelque chose de très bien. Ils ne sont pas très nombreux. Le lycée, c'est un ancien collège, c'est l'ancien Saint-Joseph. Il est à Elbiar. Il est très bien situé. Alors c'est une infrastructure très intéressante parce qu'elle a été rénovée, réhabilitée. Mais en plus de ça, les élèves sont pris en charge. Il est sur à peu près, je crois, 3500 mètres de superficie. Les élèves sont transportés et puis il y a la restauration. Donc franchement, Ils c'est sont top. chanceux. Voilà, Ils sont exactement. chanceux, les très lycéens chanceux. qui sont dans l'art de manière Exact. générale. Et donc, c'est prévu pour 400 élèves. Je ne crois pas qu'ils sont encore arrivés à ce chiffre, mais bon, l'année dernière, il y a eu quand même 100. Je dis l'année dernière, cette année, ceux qui ont passé le bac, ils étaient, je crois, 146. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces élèves, dès la base, quand ils sortent du collège, ils rentrent dans ce lycée. Ils viennent de partout, c'est tout le territoire national. Il y a une commission qui sélectionne bien sûr, mais ça ouvre énormément de perspectives. C'est-à-dire que dès le départ, on peut choisir d'être un artiste, donc soit dans la musique, soit dans il y a le cinéma audiovisuel, il y a les arts plastiques. Il y a quand même un module, un tronc commun, où il y a un petit mélange de lettres et de sciences technologiques. Mais juste après, les 2 années, on Et peut les arts de la choisir- scène ou pas? il y a le théâtre, Il y a bien le sûr. théâtre, voilà. Oui. Et le théâtre en particulier, parce que le théâtre, par rapport au taux de réussite, c'était le plus fort, on va dire. C'était 94,29 au bac. Donc c'est ce que les meilleurs élèves de ce lycée ont choisi le théâtre. En deuxième place, c'est les arts plastiques, puis le cinéma et la musique avec 61% de réussite. Voilà. Donc, ils ont la chance, donc, dès qu'ils obtiennent le bac, de pouvoir aller donc, soit à l'école des beaux-arts, soit à le nouvel institut de cinéma de Qléha. Ce qui est génial, c'est que, on va dire, c'est dédié à... D'abord, lui, l'Institut de cinéma, il est à l'effigie de l'Ardar Hamina, donc le grand cinéaste, et il peut accueillir, je crois, 50 élèves, 30 élèves de ce lycée justement du lycée des arts d'Alger, et 20 sur concours national. Très bien. Voilà. C'est ce que prévoit aussi l'école supérieure des beaux-arts. Donc il y a toujours une possibilité pour les gens doués. Les gens qui ont du talent, qui n'ont pas fait spécialement d'études ou qui n'ont pas obtenu leur bac, peuvent quand même accéder à ces institutions qui sont, par exemple, pour le lycée, il est entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture. L'école supérieure des beaux-arts comme l'ISMAS
l'Institut des Arts Dramatiques dépend de l'enseignement supérieur et du ministère, Le ministère de la Culture, il y a une double tutelle depuis Il y a une toujours. double tutelle, mais c'est très intéressant. C'est d'autres C'est un gain de perspectives. temps, moi, je trouve, pour les élèves, parce que c'est vrai qu'on peut se donner à fond pour avoir son bac et puis après réfléchir, mais là, ça abrège un petit peu la route pour ces personnes qui sont douées, voilà, qui ont déjà un don, qui sont sûrs de leur don et qui peuvent développer plus rapidement leurs aptitudes. Plus rapidement, et puis ça forme ça va être une école d'art. Un lycée d'art, c'est un lycée d'art, pardon. Donc on va avoir des gens qui sont formés, peut-être et probablement sur des normes universelles, sur ce qui se passe ailleurs. On a des profs qui vont enseigner, des profs qui ont voyagé. C'est certainement des cinéastes, c'est certainement des hommes de théâtre, c'est certainement de grands artistes de renom pour les arts plastiques. Donc ils ont quand même accès à un univers qui est très très cosmopolite, alors que dans un lycée normal, mais c'est pas la même chose, hein. Même si c'est bien, c'est pas la même chose. Voilà, ils essaieront bien sûr de développer les dons, Passion. mais voilà, et la passion va guider un petit peu leurs pas, Voilà. mais là vraiment le fait qu'ils aient cette possibilité, moi je trouve que c'est une très belle opportunité. Oui, C'est de un- former une élite culturelle à dimension universelle, certainement. Il y aura probablement plus de matières enseignées dans ce lycée. Il y aura plus de monde. Je pense que ça va transformer en fame. L'école Fame. Oui, voilà, je Il y me aura la rappelle de cette danse, il y école aura, artistique. voilà, La danse, certainement. le théâtre, la musique. Et on espère qu'il y aura d'autres lycées à travers le pays, comme il y a des écoles de beaux-arts dans plusieurs wilayas. Certainement que ça va s'élargir vraiment aux différentes régions de ce grand territoire qu'est l'Algérie, effectivement. Exact. Donc le lycée d'art algérien, d'Alger, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, .dz, il y a un site internet. Sinon, ils sont sur tous les réseaux sociaux. On peut les contacter, on peut les voir sur Facebook, sur TikTok, sur tous les réseaux en fait, voilà, et les suivre pour voir ce qui se passe pour leur programme, parce qu'ils font parfois des représentations. Et récemment, ils viennent de finir, ça leur a pris 2 ans, une grande fresque à l'entrée du lycée. Excellent. Excellent. Bon, mais les rencontres avec les petits bambins se poursuivent dans notre magazine. On nous propose une jeune qui s'appelle Amani, il me semble. On va voir cette belle rencontre, le portrait de Amani à la veille justement de cette rentrée scolaire. Et on se retrouve juste. Restez avec moi, Samira, ne partez pas. Dans sa chambre, Amani profite des derniers instants des vacances, encore plongée dans ses jeux d'enfant, mais au-delà des jouets éparpillés, un grand événement approche à grands pas, la rentrée des classes. À 6 ans, Amani s'apprête à faire sa toute première entrée scolaire. Un moment d'excitation empreint de curiosité, mais aussi d'une pointe d'appréhension, laissant derrière elle les longues journées d'été pour entrer dans un nouveau monde, celui de l'école. Tu ne vas pas avoir peur. Non, tu es grande, ma chérie. Ça y est. Il n'y a plus la crèche, il n'y aura que l'école maintenant. فرحانة؟ واه علاش؟ خاطرش غادي ندخل نقرا وتاني يعلموني الفابي وتاني عربية وتاني رياضيات وتاني عندي كراريس وكاع. أنا فرحانة خاطرش أختي الصغيرة غتدخل معايا في المدرسة باش نلعبوا في رحبة وباش نعلمها. C'est un nouveau monde pour elle. De nouvelles personnes, une nouvelle éducatrice, de nouveaux amis. Mais ce qui est sûr, la séparation n'est pas facile. On essaie de lui apprendre. Elle a grandi. Il faut qu'elle se forme. Elle forme sa propre personnalité. Accompagnée de sa maman, Amani découvre les objets symboliques de ce nouveau monde. Des crayons colorés, des trousses et des cahiers. Tout est prêt pour le grand jour. Une étape importante, non seulement pour la petite fille, mais aussi pour sa maman, qui la guide avec tendresse à chaque étape. Je préfère les faire participer l'achat à les affaires scolaires parce qu'elles sont petites, c'est vrai, mais le choix, je préfère vraiment la personnalité, elle choisit ses affaires elle-même ou le choix, il faut vraiment qu'elle vole avec ses propres ailes maintenant.
Ce dimanche, Amani franchit pour la première fois les portes de l'école et s'apprête à faire ses premiers pas sur le long chemin du savoir. Une première entrée qui marque le début d'une nouvelle aventure pour elle et pour tous les enfants prêts à découvrir le monde qui les attend. Ben, j'espère qu'ils apprécieront ce moment. Est-ce que vous vous rappelez de votre première rentrée scolaire? Un traumatisme. Sérieux? Voilà. Au primaire. Oui, au primaire. Oui, au primaire, traumatisme. J'ai qu'une séquence, bon, Oui. il y a très longtemps aussi. Je pleurais. Et je voulais pas y aller. Non, c'était pas mon cas. Moi, j'ai encore, en tout cas, le souvenir est immuable. On était toutes gamines, hein. Moi, j'avais 5 ans. À ma première rentrée scolaire, je voyais mes parents partir au loin, mais j'étais contente de voir tout ce monde. J'ai pas lâché C'était la main de ma marrant. mère et je voulais pas y aller. Et puis, il y avait l'odeur du chocolat chaud. Ah bon? Oui, à l'époque, on nous a servi un chocolat chaud qui était délicieux. Ouais. Et ça m'a encouragée à entrer. Ouais, non, rien. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que tous les enfants qui nous regardent ce matin, enfin, ils sont à l'école, mais tous les parents, bon, seront contents de voir le bonheur se lire sur les visages. Mais en fait, bon courage aussi à celles dont les enfants ont beaucoup pleuré, comme Samira ici présente. Mauvais souvenir. Mais en tout cas, voilà, vous vous en êtes bien sortis. Très bien, mais Voilà. bon, eux, ils ont de la chance parce que quand je vois toutes les couleurs, le matériel, enfin tout ce qu'ils Oui, utilisent oui. maintenant, C'est les très trousses, attractif. ah, c'était pas pareil. hein. Voilà, C'est pas pareil. tous ces moyens dont vous parlez, Samira était présent lors de l'EducTech, donc cet événement qui accompagne chaque rentrée scolaire, donc il vient en amont justement pour offrir aux parents et à tous ceux qui désirent en savoir plus sur l'éducation dans notre pays, voilà, d'avoir accès à toute l'information utile, justement, toutes ces nouveautés technologiques également, donc qui sont présentées lors de cet événement qui a connu une baissée de rideau hier, je le disais, et donc Lamia Boudbouda était sur place et elle nous en a fait le compte rendu. Voici donc son reportage. Merci. L'avenir de l'éducation, l'évolution du rôle de l'éducateur, ainsi que l'impact des technologies sur le rayonnement des connaissances seront les thèmes principaux pour cette édition EducTech. Un événement qui a connu la participation des professionnels de l'éducation, de la formation, de l'enseignement supérieur et des technologies de la connaissance. Nous sommes un établissement de formation publique, on fait partie du ministère de l'Industrie. Actuellement, on est présent ici pour proposer nos services de formation destinés aux entreprises. On touche, notre cible, c'est beaucoup plus la partie B2B. On propose des formations courtes, moyennes et longue durée au profit des entreprises. Notre objectif est de résoudre les problèmes de management au niveau des entreprises. On est une société spécialisée dans les nouvelles technologies et on propose plusieurs familles de produits avec plusieurs solutions. Donc on est spécialisé dans le cloud avec 2 data centers ici en Algérie. Aussi on propose un accès Internet pour les professionnels, des solutions de communication collaborative, mais aussi de la cybersécurité. EducTech mettra à la lumière les avantages et les défis liés à l'utilisation des technologies numériques dans le domaine d'accès à la connaissance en explorant les différents outils et enseignements qui peuvent être utilisés pour développer des compétences chez les apprenants ainsi que les méthodes et pratiques pédagogiques les plus avancées. C'est une enseigne qui propose des fournitures scolaires, bureautique, informatique, beaux-arts, et il y a bien sûr quelques valeurs ajoutées comme les fournitures du didactique, du matériel didactique qu'on propose. Le matériel didactique, c'est tout ce qui sont les composants du corps, de l'être humain, etc., comme le cœur, etc., qui sont fabriqués à partir d'une certaine résine spéciale. Aussi, on a l'habitude de faire des conventions avec des écoles et avec certaines institutions où on met en avant de nouvelles méthodes d'apprentissage. L'éducation, c'est une plateforme de gestion de vie scolaire disponible en 2 versions, sur web et application mobile. Elle est dédiée aux établissements scolaires, quelle que soit leur taille ou leur type, des groupements scolaires avec plusieurs sites, des écoles primaires, collèges, lycées. C'est une solution complète qui couvre tous les aspects de la vie scolaire.
L'EducTech sera ponctué par des conférences thématiques animées par des experts et des ateliers EducTalk qui permettront aux exposants de donner aux visiteurs de plus amples explications concernant les produits ou solutions qu'ils proposent à travers un partage d'expériences Success Story. Et on remercie Samia Boaror pour cette couverture de l'EducTech qui a connu, donc on disait, Serve Cedrido hier, donc avec vraiment une grande participation du public. On va en parler. Lamia Boudbouda reviendra, elle, sur l'édition de jeunesse dans un moment. Mais avant, on va donc tout de suite entamer Djalia DZ, donc cette rubrique est consacrée aux Algériennes et aux Algériens établis à l'étranger. Donc bonjour Fella, bonjour. Bonjour Nadia, donc actualité oblige. Donc comme Djalia.dz voulait aussi coller à l'actualité, donc on fait notre entrée de classe à Djalia.dz et je suis vraiment ravie d'accueillir Monsieur Zindine Sefedj, qui est spécialiste entre autres dans la formation et l'enseignement. Et vous êtes là justement parce que vous avez participé à EducTech, Monsieur Zindine Sefedj. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Nour, merci pour cette invitation. Madame, vous avez un parcours pour le moins très riche et atypique, oui. Mais on va en parler dans un moment. On va parler d'abord de cet événement qui coïncide avec la rentrée des classes, et celui d'EducTech. EducTech qui a cette année aussi, si je peux me permettre, cartonné, oui. Et attiré beaucoup de monde. Cette année, comme les autres années, il y a eu aussi un concours qui a vu aussi l'émergence de trois applications. Vous pouvez nous en parler, Monsieur Sefedj? Vous étiez membre du jury, c'est ça? J'étais membre du jury, j'étais appelé par l'Institut national de la recherche en éducation, l'INRE. On a constitué donc ces membres du jury. J'ai présidé le jury qui a travaillé sur l'évaluation d'une dizaine de projets. Et donc on a fait une préévaluation en mois d'août. Puis, durant le stand, donc on a fait le B2B et on a pu choisir un certain nombre de projets. On a classé les 3 premiers projets, entre autres le projet Iqra, MyQSM pour le médical et Student Back, qui sont les 3 projets primés. Les critères d'évaluation, c'est de voir un peu l'impact de ces technologies dans le domaine de l'éducation. Donc ce qu'on a constaté, c'est que d'abord il y a une prise en charge de la gestion pédagogique et par la suite il y a eu aussi voir un peu l'équipe qui est constituée, la partie innovation liée au système éducatif algérien. En résumé, c'est quoi le contenu des 3 applications? Les 3 applications, Iqra, je pense que c'est l'idée qui est intéressante, c'est qu'il a mis en place un écosystème. Donc c'est une architecture d'un dispositif lié au système éducatif, donc qui permet de mettre en connexion une plateforme qui permet de créer une connexion entre les établissements, les apprenants, les parents d'élèves, mais aussi vers le monde du travail, pour avoir des stages. Et tout ce dispositif, c'est un écosystème. Ce qui manque, c'est beaucoup plus la partie liée au contenu pédagogique, où c'est là où ça nécessite une innovation. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez structuré pour qu'il soit... Il faut dire que les startups reprennent la pédagogie actuelle. Et on ne peut plus enseigner aujourd'hui comme on l'enseignait avant. Le confinement a révélé que nos méthodes d'enseignement, on doit les revoir. Et le digital, il est là pour nous aider à rénover notre pédagogie. Aujourd'hui, c'est une pédagogie interactive qui est nécessaire. Et nous sommes en face d'une génération connectée. Ce n'est pas le cas probablement de tous les professeurs. Donc il y a une fracture intergénérationnelle qui se manifeste et la pédagogie est en otage. Et le conciliateur, le facilitateur, c'est le digital. Donc c'est plus une révolution culturelle
qu'une révolution éducative. Le deuxième lauréat, c'était MyQCM, donc c'était lié au contenu de formation pour les médecins, mais aussi pour les études de pharmacie. Ça aussi, donc ils reprennent des contenus des profs, ils les mettent en situation de production comme dans le domaine de l'audiovisuel. Donc ils filment les professeurs en train de faire leurs cours avec les médias nécessaires, mais ils font des cours d'1 heure, de 30 minutes, 1 heure. Mais on sait que l'être humain ne peut pas se concentrer pas plus de 7 minutes. Il se déconnecte. Moi, je pensais 10 minutes. J'étais un peu large. La moyenne est 7 minutes. On peut aller jusqu'à 13 minutes. Puis on se déconnecte. On se déconnecte. Il faudrait revoir là aussi cette méthode. Exactement. Il faut revoir l'ingénierie de production de contenu en introduisant la scénarisation et la médiatisation. Et on fait appel aux techniques cinématographiques pour que l'enseignant devienne auteur de son propre cours, réalisateur de son propre cours, pour atteindre les objectifs d'une nouvelle pédagogie. La troisième application, rapidement. Back Student. Donc lui, il a trouvé, il y a un marché réel des cours privés, etc. Donc il crée un espace qui permet d'interconnecter les enseignants et les apprenants. Très bien. Je rappelle, M. Soufedj, juste pour les téléspectateurs, que vous êtes installé entre Valence et Alger. Vous êtes docteur d'État dans l'histoire de l'art moderne et de l'archéologie islamique. Vous avez fait un travail sur la Casbah d'Alger, une thèse détaillée qui est passionnante d'ailleurs. Vous êtes membre du comité aussi sectoriel de l'Institut national de l'éducation nationale. Vous êtes aussi, vous avez 15 ans d'expérience dans le domaine de la formation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Comment vous apportez aussi tout ce savoir-faire pour avancer dans ce domaine, dans le secteur de l'éducation? Alors moi, je me considère comme un pont entre les deux rives de la Méditerranée pour la promotion de notre patrimoine, et j'utilise la formation comme vecteur d'insertion dans notre culture, le patrimoine algérien ou la culture algérienne. Et la formation, pour moi, c'est essentiel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut plus enseigner comme avant. Le confinement a été révélateur de nos insuffisances. Donc c'est une remise en cause de mon enseignement. J'ai commencé à introduire l'enseignement multimédia. On pourrait peut-être voir un extrait de l'enseignement multimédia. Voilà. Les extraits que vous m'avez envoyés hier. Voilà, donc s'ils sont prêts, bien sûr. Voilà. Donc on a commencé à travailler sur la formation des formateurs, en leur apportant les outils innovants pour créer une nouvelle pédagogie. Voilà, donc ça c'est une expérience avec le ministère de l'Éducation nationale où on a pu... Il y a un extrait sonore, donc juste après vous pouvez commenter. Donc cette expérience était liée avec le ministère de l'Éducation nationale, l'Université de la formation continue où je suis donc chargé des technologies de l'information et de la communication au rectorat, et on a pu réaliser 260 cours télévisuels en 3 mois, et avec les techniques d'habillage dans un studio virtuel et avec les techniques de scénarisation où chaque enseignant avait fait ce séquencement. Donc on l'a formé à scénariser son cours jusqu'au petit grain pour pouvoir le médiatiser. Et on a produit des contenus de 13 minutes en moyenne et qui ont été diffusés en 2014-2015 pour les bacheliers de cette époque. Vous avez créé votre plateforme aussi, TechWin.
Alors, Atakwin est une nouvelle génération de plateformes. C'est dernièrement, Voilà, oui, depuis une année, je crois. Voilà, elle est en cours de développement et si vous voulez, c'est pratiquement une plateforme de vidéo interactive. Donc, ça permet d'avoir une base de données qui introduit des modules vidéo. Et selon votre situation, selon votre profil, vos besoins pédagogiques, la plateforme vous offre, grâce à l'intelligence artificielle, Quelle est la cible des contenus. de ce genre de plateforme Alors, c'est une plateforme ouverte au monde en réalité. Elle peut concerner notre diaspora, nos enfants qui vivent d'origine algérienne, qui vivent à l'étranger, pour apprendre la langue, pour apprendre l'histoire, pour apprendre la culture, mais aussi pour l'Algérie, pour les personnes qui souhaitent se perfectionner dans tel ou tel module ou dans telle ou telle discipline. Donc c'est à la carte. Donc, justement, en parlant de la diaspora, comment voyez-vous ces ponts construits entre les Algériens qui résident à l'étranger et ceux qui sont ici ou le pays d'une manière générale? Alors justement, l'innovation est dans la pédagogie. Il y a des compétences des deux, il y a les compétences d'un côté comme d'un autre. Dans les deux rives. Et justement, c'est de mutualiser ces compétences. C'est de pouvoir travailler ensemble sur des environnements qui permettent à la diaspora de comprendre un contenu, un cours, selon la culture du pays. Et donc, on ne peut pas importer un cours de mathématiques qui vient d'un pays étranger si on ne lui donne pas le contexte. On apprend à faire une équation, mais en même temps, on apprend une langue. Et les techniques de scénarisation et médiatisation dépassent les problèmes linguistiques. Ça permet à tout individu de pouvoir apprendre ce contenu et de voir les langues comment ils cohabitent. Et c'est l'algérien, son ADN est plurilingue, n'a jamais été monolingue. Donc les richesses des langues sont là pour favoriser cet apprentissage. La langue n'est qu'un vecteur d'une information ou d'une culture. Et c'est ce qui permet justement à nos contenus de l'externaliser. Et c'est comme ça qu'on verra, on pourra évoluer, faire évoluer notre pédagogie, nos contenus, nos médias, à travers ces ressources humaines qui existent des deux rives de la Méditerranée. Et à propos de rapprochement, le patrimoine est aussi un axe principal dans votre quête de mettre l'Algérie en avant. Et vous avez justement organisé plusieurs expositions, une vingtaine je crois, dont la route du sel. On va peut-être avoir un petit extrait. Là, c'est des visites virtuelles. C'est des visites virtuelles. Donc, nous avons maintenant une nouvelle vision de la promotion et la valorisation du patrimoine via le digital. Ça, c'est important justement pour la communauté à l'étranger qui ne peut pas se déplacer. C'est comme ça qu'on peut l'exporter. C'est comme ça qu'on peut rendre accessible notre patrimoine à notre diaspora, mais aussi au monde qui ne connaissent pas notre pays et notre culture. C'est par la méconnaissance de notre patrimoine qu'il y a une méconnaissance d'un pays, de sa société. Donc, grâce au digital, on dématérialise le patrimoine et on le rend accessible. Par exemple, pour l'exposition de Tlemcen à travers les âges, au Centre culturel algérien à Paris, on a amené l'expo, mais on a amené un casque VR qui a permis aux visiteurs de visiter le tombeau de Sidi Boumedienne, comme s'ils y étaient, parce que c'est par immersion. C'est ce qu'on a fait pour l'exposition de Constantine. Et ça, ce digital est un vecteur de promotion de notre patrimoine. Et c'est ma raison d'être un peu de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, moi, j'ai eu deux vies. La première où j'étais à l'étranger, je faisais mes études. Je suis revenu pour enseigner, mais aussi pour travailler dans le domaine de l'histoire de notre patrimoine. Et par la suite, ce deuxième départ est un grand écart pour rester en Algérie, mais aussi à l'étranger. Vous êtes à Valence, en Espagne. Voilà, en Espagne, ce qui me permet de créer ce pont
et de pouvoir faire la promotion de notre patrimoine. Donc c'est un déplacement dû au patrimoine. Si je suis de l'autre côté en Espagne, c'est pour la promotion de notre patrimoine. Pourquoi l'Espagne? Parce que nous partageons aussi un patrimoine commun. Et nous avons embelli l'Andalousie par notre patrimoine. Je rappelle que vous êtes architecte aussi. Je suis architecte et scénographe. D'ailleurs, on s'est rencontrés la première fois à l'expo du PANAF en 2009, M. Sfej. 2009, oui. En 2009, c'était une très très belle exposition. Oui. Pour moi, c'est l'exposition qui m'a marqué parce qu'il est difficile pour un architecte scénographe de monter une exposition physique sur le patrimoine immatériel de l'humanité de l'Afrique. Et donc on a regroupé l'île chez nous, mais aussi d'autres, un art qui est très diversifié dans l'Afrique. Et Vous étiez commissaire de cette expo? J'étais commissaire et scénographe de l'exposition qui était à la SAFEX, pratiquement 2600 mètres carrés d'exposition. Et c'est pour ça qu'actuellement vous faites les musées virtuels. Dernièrement d'ailleurs, vous en avez réalisé un musée, c'est ça? Alors, on a fait... Le musée de Bardo. Je crois. Pardon, alors, oui. On a fait d'abord le musée virtuel sur les instruments africains qui appartiennent au musée du Bardo, une collection privée qu'on peut voir dans cette illustration exactement. On a fait Constantine aussi à travers les âges, mais le musée virtuel qui a marqué en 2021, c'est le musée de l'artisanat d'art, et qui a permis au ministère du Tourisme et de l'Artisanat de participer à l'exposition universelle de Dubaï. C'est des musées qui ont voyagé. Hein. Voilà, qui ont voyagé. Au lieu de prendre des objets, ils ont pris 2 casques VR et les gens pouvaient même prendre ces objets en mettant les casques et l'objet ne se cassait pas puisque c'était dans le virtuel. Donc ça, c'était une très belle expérience et l'ANART maintenant pratiquement chaque année fait des concours pour l'artisanat d'art. Donc à chaque fois, elle a un musée virtuel du concours de l'année. L'ANART avec qui vous allez peut-être collaborer lors de la foire de Milan, où l'Algérie d'ailleurs est invitée d'honneur, on le rappelle. Exactement. Donc ça va être du 30 novembre au 8 décembre. L'Algérie aura 1000 mètres carrés d'espace pour exposer son patrimoine et ses richesses. Donc, alors, ce qu'on va faire avec l'ANART, c'est qu'on va essayer d'immortaliser ce salon pour qu'il puisse se prolonger virtuellement pendant au moins 2 années et rendre visible cette manifestation au-delà du délai. Et c'est le digital, c'est le virtuel qui permet de le faire. Et ça permet aussi aux Algériens qui ne peuvent pas aller voir cette exposition, ce salon, puisse le faire même en même temps que l'ANART qui est présente sur place. Et le prochain événement sera organisé à Nice. Alors, le prochain événement... Ça sera autour de la Casbah d'Alger, c'est la Casbah d'Alger, c'est mon premier amour, je retourne aux sources, donc mon premier travail, donc je le reprends, j'ai repris la plume pour réécrire cette histoire urbaine. Moi, je travaille sur les quartiers d'Alger du XVIe au XIXe siècle. Et donc, on monte une exposition au Centre universitaire de la Méditerranée à Nice. Oui, ça sera du 3, 4 et 5 octobre. Prochain. Et ça permet justement de la rendre itinérante pour pouvoir découvrir cette exposition. Le dernier aussi œuvre de formation en Algérie, c'est qu'on a formé 35 jeunes architectes, archéologues, des spécialistes dans la communication d'événementiel, du 16 janvier jusqu'à juillet, pour créer le premier musée virtuel de Tlemcen. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on verra le patrimoine matériel et immatériel et l'artisanat de cette ville. On terminera sur une publication qui sortira peut-être au Salon du Livre 2024. Il s'agit aussi de la Casbah. Il s'agit de la Casbah. Toujours de la Casbah. C'est une première écriture de cette ville
à travers ma thèse, mais je reprendrai ce projet de livre sur la Casbah d'Alger dans un autre cadre qu'on appellera les feuillets d'Al-Jazair, pour pouvoir créer, en collaboration d'un partenaire, pour créer ce coffret sur la Casbah d'Alger qui pourrait être un peu un cadeau de notre patrimoine en Algérie, mais aussi à l'étranger. Je vous remercie, M. Sfej, pour ce moment de culture exceptionnel. Merci, en tout cas merci à vous, Madame Bennour. Je pense que votre professionnalisme nous a accompagnés tout le long de notre parcours des activités culturelles. Et je remercie Canal d'Algérie qui nous a accompagnés dans nos événements qu'on fait à l'étranger. C'est un plaisir et un devoir, M. Sfej. Autant de richesses, il faut mettre tout ça en avant et grâce à vous, ce patrimoine restera vivant. Merci. En tout cas, c'est un patrimoine qui est un peu le ciment de la société algérienne. Il y a éducation et culture. Je pense que voilà les deux piliers essentiels pour la promotion et la cohésion de notre société et surtout de lui donner une autre image à l'international. Parce qu'on ne peut être connu qu'à travers notre patrimoine, notre culture. Donc plus on l'exporte, plus on le rend visible et accessible et interactif, mieux c'est pour notre pays. Merci beaucoup, M. Sfej. Je vous dis à très bientôt, j'espère, dans d'autres occasions, peut-être d'autres musées et d'autres événements. On continuera à voyager virtuellement. À vous, Radia. Merci infiniment, Fella. Merci également à M. Sfej pour cette intervention. Et puis vous qui êtes avec nous, on va encore parler de valeurs sûres dans ce pays, de valeurs ajoutées dans le secteur de l'agriculture, notamment avec l'association Torba qui fête son 10e anniversaire cette année. Donc on verra avec eux également le lien entre l'agriculture et une certaine culture, la culture oasienne notamment, puisqu'on parlera d'agriculture saharienne avec notre invité dans un instant. Mais avant, on est toujours en pleine rentrée scolaire et tout de suite un autre reportage lié à cette rentrée scolaire. Il s'agit donc de parler d'édition de jeunesse et de son importance. Donc c'est un secteur en plein essor, en plein développement, dont nous parle ce matin Lamia Boudbouda. Le goût de la lecture commence dès le plus jeune âge. Les livres sont une source d'éveil et d'apprentissage qui aident les enfants à acquérir les bases nécessaires à leur épanouissement durant leur cursus scolaire. Nombreux livres en plusieurs langues existent désormais chez les bons libraires. On offre des produits pour les enfants de la naissance jusqu'à 14 ans et on remarque récemment de plus en plus d'éditeurs locaux qui investissent dans tout ce qui est culture populaire algérienne, dans le livre de culture qui initie l'enfant à son pays et à ses origines et à ses racines. Voilà. On dit que de 3 à 11 ans, c'est à ce moment-là que la culture et l'identité de l'enfant se stabilisent et après ça dure toute une vie, donc c'est vraiment une période charnière pour le développement intellectuel de l'enfant. Les jeunes lecteurs sont particulièrement exigeants et pour capter leur attention, les livres pour enfants doivent non seulement être éducatifs, mais aussi ludiques, attrayants et de bonne qualité. Alors ils ont tendance spontanément à aller vers les livres qui ont des jolies illustrations, qui ont des couvertures colorées, attrayantes, très souvent vers les tissus et les fabriques, enfin les papiers qui sont plus agréables au toucher, parce que c'est très important pour l'enfant de pouvoir toucher et de ressentir le papier quand il lit. Plusieurs ouvrages intègrent valeurs et symboles de la culture et patrimoine local, aidant ainsi les enfants à construire leur identité culturelle tout en s'ouvrant au monde extérieur. Et les exemples en sont nombreux.
comme dans tous les domaines, il y a des ouvrages qui marchent plus que d'autres. Entre autres, on remarque qu'il y a beaucoup de clients qui se dirigent vers les contes du terroir et les contes avec lesquels peut-être leurs grands-parents et leurs parents ont grandi. Donc on a tendance à remarquer que par exemple Bagrat Lietama, qui est un conte populaire algérien, ou d'autres contes kabyles, chaouis et de différentes régions du pays, on retrouve aussi le personnage de Lotfi, qui évolue dans différents contextes de la culture algéroise et auxquels les enfants de la capitale ont tendance à s'identifier. On remarque également de l'intérêt pour les ouvrages internationaux, donc entre autres Peter Pan, Sleeping Beauty, qui sont produits par des éditions algériennes, et bien sûr des contes b'larabia, entre autres Tashikayem Jazair, 9 contes algériens qui sont traduits dans les 2 langues. L'édition du livre jeunesse, un secteur qui semble avancer à grands pas. Les éditeurs locaux doivent redoubler d'efforts pour produire à la fois des ouvrages esthétiques, captivants et enrichissants. Transition toute faite pour le plateau suivant où l'on parlera d'un ouvrage très important pour l'association Torba qui fête son 10e anniversaire cette année, on le disait. Et d'ailleurs, à travers notre invité, on va saluer l'ensemble du collectif Torba. Bienvenue à vous, Karim Marhan. Merci beaucoup. Vous êtes enseignant-chercheur dans le domaine de l'université l'agriculture à l'université de Blida. C'est ça, oui, tout à Voilà, et vous avez cette deuxième casquette de membre très actif, je dirais, au sein de ce collectif, le collectif Torba, qui est une valeur ajoutée au domaine de l'agriculture chez nous. On est plus une association de consommateurs qui cherchons à consommer sain, c'est-à-dire des produits de la nature, sans traitement chimique. Enfin, ça c'est vraiment notre centre. Vous avez quand même diffusé cette culture de la permaculture. Oui, voilà, ça fait 10 ans qu'on travaille et ça va. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont sensibilisés à la question. Oui. Et dans ce cadre, on organise avec un partenaire qui est aussi très important, c'est Filaha Innov. Donc c'est un groupe de réflexion et en même temps ils sont animateurs et organisateurs de salons agricoles. Tout à fait. Donc on organise une journée sur l'agriculture saharienne. Voilà, ce sera le 28 septembre prochain. Voilà, c'est ça. Voilà, justement dans l'espace de Filaha Innov. Exactement. On est logé chez ce groupe de réflexion, donc ils ont tout ce qu'il faut pour faire des événements. Pour faire des événements, pas pour faire des événements, mais pour poser les bonnes questions liées à l'agriculture, son développement, sa pérennité, son avenir aussi. Tout à fait, donc justement, il y a 4 ans, on a eu une première expérience, on a édité un livre, parce qu'en fait, il se trouve que l'agriculture saharienne a vraiment le vent en poupe. Donc maintenant, de plus en plus de gens s'y intéressent. Et donc, ça nous a donné l'occasion de faire une mise au point, où est-ce qu'on en est, comment on a démarré et les perspectives d'avenir. Voilà, il y a eu énormément d'intervenants parmi des spécialistes et des connaisseurs de ce domaine en particulier. De toute façon, nous, on n'est pas experts, on a invité des experts dans ce domaine. Et donc, on avait fait un bouquin. Mais avant le bouquin, il y a eu ces débats qui ont été lancés et ouverts aux citoyens également. On avait fait un webinaire parce que c'était à l'époque, c'était à l'époque de la Covid. C'était le Covid, donc on faisait que des webinaires. Mais à partir de là, on a enregistré tout ce qui a été dit et on en a fait un livre. Voilà, c'était des webinaires suivis en streaming par un large nombre, je dirais, de citoyens qui ont aussi apporté leurs remarques, enrichi le débat. C'est ça, c'est un débat citoyen et en même temps d'experts, de scientifiques. De toute façon, l'agriculture, ce n'est pas un domaine... Absolument. Ça concerne tout le monde, puisque ça concerne nous tous. On consomme tous des aliments. On va parler un petit peu de l'essence même de ce livre, Une agriculture saharienne sans les Oasiens. Donc, c'est déjà une question qui a été posée d'emblée en ouverture de cet ouvrage, paru aux éditions Arak, et qui fait la synthèse de toutes ces idées qui ont été donc ce livre, il y a 3 étapes. Il y a un rappel historique de cette agriculture qui a commencé, on va dire, selon la loi de 1983, où il y avait une attribution des terres au niveau du Sahara.
Et donc, 40 ans après, on avait fait un peu le bilan de ce que ça a donné. Donc, le bilan était mitigé. Oui. Donc, parce que l'agriculture saharienne, ce n'est pas aussi facile que dans le Nord. Absolument, parce qu'il y a des contraintes très importantes. Il y a des spécificités Oui, aussi. oui, voilà, donc tout a été expérimenté. Et donc maintenant, on voit mieux qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui peut ne pas marcher. En vue aérienne, quand on survole l'Oued, par exemple, on voit l'apparition de tous ces cercles qui sont de plus en plus présents dans le paysage de cette région. Tout à fait. On reçoit énormément de pommes de terre de cette région, n'est-ce pas? Exactement. Vous avez les wilayas de Biskra et d'El-Oued qui sont pratiquement les premières wilayas de production en termes de maraîchers. Et de dattes aussi, parce que c'est une grande région de production de finicicole. Mais il y a également d'autres wilayas maintenant qui se développent actuellement, donc Ouergla, Timimoun, Adrar. Voilà. Mais c'est vrai que, voilà, c'est, comment dire, il y a eu cette volonté de développer l'agriculture à grande échelle dans ces régions. Tout à fait. Dans ces régions, j'y arrive. Mais en fait, ça ne fait pas l'unanimité des parce que il n'y a pas eu de pôles qui se sont vraiment développés dans ce domaine. Il y a des initiatives, on va dire individuelles, des exploitations qui ont réussi, on va dire des success stories. Mais dans l'ensemble, il y a des hauts et des bas. Et donc, ça veut dire qu'il y a un besoin de bien maîtriser le domaine. Et aussi, les choix de culture sont importants. Et c'est pour ça que on essaye d'organiser la deuxième journée samedi prochain pour voir surtout les solutions. Absolument. Quelles sont les solutions que l'on verrait et quel est le modèle d'agriculture qui s'adapte réellement à cette région qui est très difficile. En tout cas, vous avez une pensée pour les anciennes traditions. Donc, parce qu'il y a tout un héritage. Je citais l'Oued juste en guise d'exemple, parce qu'il y a le Roat. Il y a le route. Exactement. Et le route, c'était un savoir-faire millénaire. Alors, l'agriculture saharienne, elle est millénaire dans les oasis et c'est ce qui avait réussi à l'époque, pendant des siècles. Maintenant, c'est moins d'actualité parce qu'il y a le développement moderne qui fait que c'est pour ça qu'on avait mis sans les oasiens, parce que même les oasiens se sont tellement développés que les oasis ont été un petit peu laissés de côté. Et c'est pour ça que l'agriculture moderne, elle est là pour venir la remplacer. Mais il faudrait trouver un équilibre, exactement. Entre les deux, oui. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, le modèle qu'on verrait en tant qu'association, on va dire écologiste, mais on est ouvert à toutes les discussions. De toute façon, ça sera un débat. Nous, on est ouvert on verrait très bien une agriculture centrée sur le palmier dattier. Le palmier, voilà. Vous proposez ce type je ne sais pas si vous avez modèle. des photos. On a des images où l'on voit justement tous ces palmiers on a que vous présenté proposez. un petit peu le modèle que l'on verrait bien. Ce serait une palmeraie moderne. Donc, le rêve, ça serait... Dans l'image que j'ai vue, que vous m'avez envoyée, on voit des palmiers à perte de vue. Exactement. Et c'est vrai que c'est toujours possible, parce que avec des moyens rudimentaires, les oasiens, les anciens oasiens maintenant l'agriculture... Avec les moyens actuels, on peut développer des maintenant palmeraies. l'agriculture, c'est les industriels, c'est surtout ouvert aux grands entrepreneurs, on va dire. Mais il y a de la place également pour la petite agriculture paysanne. Les arbres fruitiers poussent très bien en marge sous les palmiers. Voilà, des palmiers, effectivement. J'ai vu ça. Voilà, donc le modèle, c'est quoi? C'est que il y a deux modèles actuellement. Il y a le modèle, on va dire, ultra-productiviste qui se base sur de la monoculture et le modèle qui se base sur la diversification des productions. Donc c'est pour ça que dans les photos que je vous avais envoyées, donc il y avait le modèle, on va dire, écologiste, ça serait un modèle où on aurait de l'agriculture, on va dire, céréalière par exemple, avec également associé de l'élevage et associé de l'arbre. L'arbre, ça veut dire le palmier. Donc ça fait un écosystème qui ferait que le système sera résilient. Il pourra s'adapter.
Et c'est comme ça que en fait, les oasis sont nés, parce que Tazman, c'était un lieu de vie. L'oasis, avant tout, c'était un lieu de vie où les gens habitaient. D'une certaine durabilité, en tout cas. Voilà, donc ils avaient besoin de lait, de céréales, de légumes, de fruits. Donc il y avait de la production dans son ensemble, et c'est ça qui était résilient. Alors que l'agriculture, la monoculture, si vous voulez, c'est une culture, on va dire, qui ne dépend que d'une seule production. Et qui va rompre l'équilibre. Alors, et ce qui fait que c'est là où c'est difficile dans le milieu désertique de rester sur de la monoculture. Et c'est pour ça que les spécialistes qu'on va inviter, qu'on a déjà discuté dans le premier livre, ils parlent de rotation. Donc, ne pas faire qu'une seule production, de faire des rotations avec différents types de production pour garder la fertilité du sol. Très bien. Ce sont des rencontres qui seront ouvertes au public le 28 du mois. Alors, bon, malheureusement, la salle étant un peu exiguë, donc on l'a consacrée surtout aux professionnels. Aux professionnels. Mais ce qu'il y a, c'est que d'abord, on va faire un direct. Donc, les gens pourront accéder au débat donc, à travers notre page Facebook, donc Collectif Torba. Mais également, on va enregistrer ça, on va faire un spot, un podcast, voilà, qui va un peu résumer le débat. Et ça sera de la matière pour faire une deuxième édition avec justement, on va concentrer le débat sur les solutions qu'on proposerait à 3 niveaux. Donc les solutions sur le plan de la performance agricole, sur le plan de la durabilité, et sur le plan de, on va dire, c'est-à-dire les territoires du Sud, ce sont des territoires à rendre social, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des territoires où il y a de la production, mais où on peut y vivre. Absolument. Donc à faire un cadre de vie. Ça reste toujours, voilà, notre vitrine aussi. C'est aussi, comment dire, une belle vitrine de l'identité algérienne, parce qu'il y a tout un héritage dans Exactement. ces régions. C'est-à-dire au début, on pensait à la sécurité alimentaire. Après, on est passé à la souveraineté alimentaire. Ça veut dire comment être complètement autonome sur le plan national, ne pas dépendre des conditions, des conditions, voilà, donc de ce qui se passe dans le monde. Et la troisième, ça devient un lieu de vie. Donc le rêve, ça serait que le désert se transforme en un lieu de vie pour nos populations, pour qu'on puisse y vivre agréablement. Et ça peut se faire qu'avec des oasis, on va dire, modernes. Voilà. Et dans ce sens, excusez-moi, donc samedi prochain, on va inviter des architectes qui s'intéressent à l'urbanisation, et ils vont nous proposer des modèles urbains de villes sahariennes dans lesquelles il y aura de la nature. Inspiré de l'architecture de terre de nos ancêtres, certainement. Exactement. En tout cas, on est ravis de vous avoir reçu ce matin, M. Karim Rahal. Ça nous a permis de parler de Torba qui fête son 10e anniversaire. Alors, joyeux anniversaire à tous les membres de ce collectif. On rappelle que vous êtes justement co-organisateur avec Filaha Innov pour cet événement qui aura lieu le 28, à partir de quelle heure? De 9h. 28 septembre, à partir de 9h, toute une journée consacrée à des réflexions très positives en faveur de notre agriculture. On rappelle que vous avez aussi tout un programme de stage permanent justement dans la permaculture, nos activités, des campagnes de reboisement de qualité, on dira, avec vraiment des véritables, très bien. Voilà, des sorties pédagogiques. On parlait des enfants, les enfants ne sont pas en reste dans vos programmes, des jardins partagés en porte ouverte souvent, les metmorat, donc on parle de sécurité alimentaire, voilà, la semence locale et de la sécurité alimentaire, l'agroforesterie, et j'en passe, parce que c'est tout un programme très riche qui vous honore en tant que collectif Torba, donc qui veille au grain par rapport à notre, pour rester dans le même jargon, donc avec les grains, dans le domaine de l'agriculture. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes chercheur et universitaire, donc vous dépendez de l'université de Blida. Voilà, dans la faculté agro-vétérinaire. Très bien. On a été ravis de vous accompagner ce matin. Encore une fois, bonne rentrée à tous les enfants, à tous ces élèves qui ont repris les bancs de l'école depuis le cycle primaire jusqu'au secondaire. En tout cas, on vous souhaite de passer d'agréables moments avec vos professeurs, où que vous soyez. En tout cas, on a été ravis de vous accompagner ce matin. C'est déjà la fin, alors je vous dis au revoir et à très vite, à demain déjà. La 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 la
صباح الخير يا مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد